La meilleure manière de faire, c'était simplement de désapprendre ce que j'avais appris et d'aller chercher ce qui marche chez les autres. En fait, je me suis rendu compte que tous les mecs qui rentraient de l'oseille, c'était les mecs du bâtiment en fait. Les mecs qui facturaient cher et vilain, c'était les mecs du bâtiment. Donc, c'est incroyable comme insight. Pourtant, tu vois, un jeune qui veut démarrer dans la vie et tout, il se dit pas qu'il va faire plein de pognon dans le bâtiment. Ils se disent ouais, mais en fait les mecs ils créent la souffrance pour nous apporter une solution, nous vendent une solution. Mais on la crée pas la souffrance. On la constate. Ouais. L'artisanat et la construction à proprement parler, encore plus aujourd'hui où tu as un développement de l'intelligence artificielle, des technologies qui vont super vite. Le truc c'est qu'à première vue, on va pas être remplacé tout de suite. Moi aujourd'hui, je bosse majoritairement, je bosse dans le secteur de la construction. Donc à la base, je suis plombier. Et aujourd'hui, moi, l'objectif, c'est de commercialiser une méthode, un accompagnement pour les artisans du secteur de la construction. Et je me suis rendu compte que la meilleure manière de faire, c'était simplement de désapprendre ce que j'avais appris et d'aller chercher ce qui marche chez les autres. Donc, les autres étant le système économique start-up et machin, donc tant qu'à faire, autant aller chercher le maître incontesté de... C'est comment ils disent, la Startup Nation, c'est ça qu'ils disent, les jeunes. C'est ça. Voilà, autant aller chercher le... La Startup Nation, maintenant, c'est surtout les vieux qui disent ça. Hein. C'est vrai. Ouais, j'ai qu'un jour de réseau social. Il faut faire preuve d'un petit peu d'empathie et de compréhension. C'est ça. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on apporte de la valeur à nos clients. En fait, c'est simplement en se disant, ok, vous savez ce que vous faites, vous connaissez votre métier, vous êtes carreleur, électricien, je m'en fous, vous connaissez votre job. Mais ça pêche, et je sais que ça pêche. Vous avez peut-être pas que ça pêche. On a plein de clients, ça c'est un peu compliqué parce qu'on leur montre leurs défauts, on leur montre les problèmes, et puis on leur propose une solution. Donc pour beaucoup de clients, on est un peu considéré comme des... Gros connards. De premier abord, ils se disent, ouais, mais en fait, les mecs, ils créent la souffrance pour nous apporter une solution, nous vendent une solution. Mais on la crée pas, la souffrance. On te fait juste remarquer que la souffrance est là, et que, en fait, ça fait 15 ans que tu bosses de la même manière, et que ça marchote, ouais, tu rentres du pognon, c'est pas la question. Mais en fait, il y a moyen de rentrer plus de pognon en travaillant différemment. Et c'est en ça c'est pour ça qu'on a décidé de bosser différemment. Ça fait combien de temps que tu es dans ce milieu ? Alors moi, je suis rentré dans le secteur de la construction en 2016, donc c'est pas si vieux que ça. C'est quelque chose avant ? Scolarité chaotique, tout simplement. Décrochage scolaire. T'avais quel âge en 2016 ? En 2016, j'avais 25 ans. Et donc t'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 33 ans. Je suis ton aîné en fait. Ouais, bien sûr. Moi j'ai l'impression que t'étais mon grand frère. Non. Putain, ça change un peu la dynamique là. Tu vois, d'un coup, c'est toi qui vas prendre le lead. Ouais, faire un café. Donc, non, j'ai commencé en 2016. En fait, le truc, c'est que... Donc, je disais, scolarité chaotique depuis toujours. Je crois que j'ai décroché au milieu du primaire, donc ça a été vraiment... je ne voyais aucun intérêt au système scolaire traditionnel. J'ai doublé un nombre incalculable de fois, et avant d'arriver au lycée, j'avais déjà 18 ans, donc j'ai décidé de me casser... pour faire autre chose. J'ai fait d'autres boulots, plus ou moins intéressants. J'ai bossé dans un paintball, ça c'était cool parce qu'en fait je passais mes journées à jouer au paintball. Ça me coûtait un pognon, en fait je bossais pour pouvoir jouer au paintball. Tu devais payer au moins au prix coûtant. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je tombais sur des gens qui avaient des nombres impairs dans les joueurs, ils disaient « Ah mais il nous manque un joueur. » Bougez pas les enfants, je vais venir jouer avec vous. Donc je mettais une tannée à tout le monde 8 heures par jour sur un terrain de paintball, c'était génial. Mais c'était pas très rentable comme business, parce qu'en plus j'habitais déjà en France à l'époque. Moi je suis belge. Mais je suis parti vivre en France pendant 7 ans. Et donc j'habitais en France, mais je bossais en Belgique dans un paintball. C'est là où tu as rencontré ta femme en France ? Non, en fait j'ai rencontré ma femme ici. Elle était expatriée en Belgique. Suite à un voyage... On dit une Française qui vit en Belgique, elle est expatriée. Le truc c'est qu'en fait elle est française. Sa mère était fonctionnaire, elle est toujours fonctionnaire de l'État français. Ils sont partis vivre au Maroc pendant 4 ans, je crois, 3-4 ans. Et puis du Maroc, ils sont venus en Belgique. Okay. Et donc je l'ai rencontré là, parce qu'en fait son petit frère jouait au hockey avec mon petit frère. Et... ça a commencé comme ça, et puis quand on a commencé, elle habitait déjà à Lille à l'époque. Et donc, on s'est rencontrés, je crois, le 1er mai, et on s'est mis ensemble... Non, on s'est mis ensemble le 1er mai, et je crois que le 1er août, on vivait ensemble, et c'était il y a 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans. Ah ouais, donc tu l'avais rencontré avant de... Non, je l'ai rencontré 15 jours avant qu'on se mette ensemble, et on s'est mis ensemble, et puis on est... Non, mais je veux dire, tu l'as rencontré avant de commencer à travailler dans le bâtiment. Ouais, bien sûr. Donc elle t'a connu joueur de paintball. Elle m'a connu, non même pas, puisque j'étais multiple redoublant à l'école. Donc je foutais rien. Ah oui, mais elle t'a même connu avant. Ouais, j'ai toujours bossé, j'ai toujours fait des petits boulots à gauche à droite depuis que j'ai 12-13 ans, parce que l'oseille, on n'en avait pas à la maison, donc il fallait pallier à ça. Et du coup, en fait, je l'ai rencontré la dernière année où j'étais encore à l'école. Et j'avais 18 ans, donc en fait, j'ai eu 18 ans, j'ai dit ok, l'école, ciao.
Il y avait une jolie cocotte qui était là. Elle habitait en France. J'ai dit, bah vas-y, on va essayer en France, on va voir ce que ça donnait. Donc j'ai bossé pendant un an dans un paintball. Puis j'ai bossé pendant un an chez GDF Suez. Je vendais du gaz à des industriels. Très chiant comme boulot. Inintéressant. Après ça, j'ai repris les cours parce que finalement, il fallait peut-être avoir un diplôme. On me l'a rabâché en disant, ouais, mais si t'as pas le diplôme, tu feras rien, machin. Donc j'ai passé le bac en 9 mois. J'ai rattrapé 4 ans de retard en 9 mois. Puis j'ai été en fac de médecine. Comme ma femme est dentiste et qu'elle avait fait la première année de concours, elle avait fait le concours en France, du coup, je me suis dit, si elle y arrive, je vais y arriver. T'as été en fac de médecine, toi? J'ai été en fac de médecine pendant un an, ouais. Ouais? Ouais, j'ai été en fac de médecine. Et c'était en France, c'est génial parce que déjà, tous les étudiants de fac de médecine belge, c'est tous des Français qui fuient le concours. Le concours à la fac en France, c'est absurde. T'arrives, on était 3600 ou 3700 en première année. Il y a genre 1000 places assises. Et en fait, t'as cours le matin. Ils coupent toute la promo en deux. T'as une promo qui a cours le matin, puis une promo qui a cours l'après-midi. Et donc, c'est les mêmes cours qui sont donnés 2 fois. T'as un examen en décembre. Les 50% les moins bons sont dégagés, ne peuvent continuer que les 50% les meilleurs. Et donc moi je me suis dit, si elle a fait une fac de médecine, vas-y, moi je vais essayer. Je suis pas plus bête qu'un autre, donc ça devrait le faire. Et le premier cours, le premier prof, il arrive et il dit, ouais, de toute façon, votre patient saura mieux que tout le monde, donc vous avez l'obligation d'écouter votre patient et de faire ce que votre patient dit. Et là, je me suis dit, ouais, mais je vais pas me taper 10 ans d'études pour qu'un connard m'explique mon travail parce qu'il a lu une page de Tissimo. Pourtant, il a raison, le mec. Ouais, sur le principe, il a raison, mais donc j'avais pas forcément envie de me casser le tronc là-dessus. Donc en fait, j'ai simplement été chercher les cours où je savais que j'allais avoir des bons points, anatomie parce qu'il fallait dessiner, que je trouvais ça cool de dessiner. Et puis un cours de sciences humaines et sociales parce qu'il y avait, c'était sur la grande vague de peste à Londres, je crois. J'ai bossé que ces 2 cours-là, il y avait 10 cours à maîtriser, j'en ai bossé que 2, mais c'était ceux avec les meilleurs numérusques, enfin avec les meilleurs... répartition des points. Donc coefficient. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pu continuer. Et le 2e semestre, j'ai pas foutu les pieds à la fac. Puisqu'il n'y avait plus de cours d'anatomie, qu'il n'y avait plus de cours de sciences humaines et sociales. Ah bah oui, je comprends, oui. Donc après, j'avais pas devenir médecin, puis la bio, la chimie, les machins, ça me... Et ta femme est devenue dentiste? Ma femme est devenue dentiste, ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que... Donc moi, j'ai une scolarité la plus pourrie qui existe. Hein. J'ai redoublé un nombre incalculable de fois. J'avais d'excellentes notes quand les profs me plaisaient, mais si les profs me plaisaient pas, j'avais des notes pourraves. Et ma femme, ça a été tout l'inverse. Elle a fini le bac avec 18,9 de moyenne, je crois. Elle a tout réussi brillamment. Donc c'était vraiment le contraste improbable, quoi. Incroyable. Et ouais, c'était ça. Après une année de médecine avortée, je me suis dit, ok, bon, on va faire de l'oseille. La meilleure manière de faire de l'oseille, c'est de comprendre l'oseille, donc j'ai fait un BTS de compta. Donc normalement, c'était 2 ans le BTS. J'essaie de pas rigoler, mais... C'était 2 ans le BTS, je l'ai plié en 1 an parce que j'avais pas envie de me faire chier pendant 2 ans avec ça. Et je l'ai même pas plié d'ailleurs, parce qu'en fait, à l'époque, j'étais déjà barbu, mais c'est tombé pendant la période des attentats. C'était pendant la période des attentats, et ma prof titulaire était raciste. Et donc elle m'a vu, elle m'a dit « Monsieur, vous devriez vous raser votre barbe ». Pourquoi? Oui, parce qu'aujourd'hui, les terroristes, ils ont des barbes, machin. Ils n'ont pas le monopole de la barbe, les mecs. Donc, s'ils sont barbus, tant mieux pour eux, mais je vais pas me raser pour le plaisir juste pour te faire plaisir, en fait. Donc, je t'emmerde. Et... T'as aucune origine libanaise, toi? Aucune. Aucune? Non, aucune. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on se ressemble. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Là, je te regarde avec les ombres et tout, et effectivement, C'est vrai? On a un peu le même type de visage, les mêmes yeux. Non, t'es sûr? Non, je crois pas. J'ai de la congolaise. À Kinshasa, quand même, hein. Ouais, mais non, parce qu'en fait, nous, on vient du Kasaï. Donc, ouais. Non, j'ai pas de la famille de... un voisin... Ou après, mon père a été particulièrement sportif. Hein. Il a été à gauche, à droite. À mon avis, c'est plutôt du côté de ta mère. Mais ma mère, pas trop. Ouais, mais ça... Non, ma mère, pas trop. Et, non, mais ouais, écoute, tant mieux. Non, je sais pas... Qu'est-ce que je disais? Tu nous parlais de ta compta. Ma prof de compta. Ouais, non, mais à pleurer. Non, mais parce que je dis ça parce que... Au niveau du facile. Non, mais ça m'a joué des tours. Comme elle te dit que... tu vois, ça m'a joué des tours. Peut-être que c'était pas juste la barbe. Non, sûrement le teint allé, et la barbe, ça n'a pas joué en ma faveur.
Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un contrôle de flic, j'ai le droit, je suis à chaque fois dedans, mais Ah ouais. ah ouais, c'est systématique. Et t'as eu... donc après, bon, t'as quitté ce BTS compta? Bah, j'ai été jusqu'au bout. J'ai quand même. j'ai fait mon stage dans une fiduciaire. Ah ouais. Et puis en fait, pour la prison. Toi, t'as été en stage dans une fiduciaire? Alors ouais, j'étais en stage. Alors tu sais que la plupart des gens qui vont t'écouter, ils sont francophones, ils savent pas ce qu'est une fiduciaire. Bon, c'est une boîte de compta, globalement. C'est une boîte qui fait de l'enregistrement comptable, qui fait de la lecture de tes comptes et machin. Donc j'ai fait mon stage et en fait, je me suis rendu compte que tous les mecs qui rentraient de l'oseille, vraiment de l'oseille, bah, c'était des mecs du bâtiment en fait. Après, leur compta était pourri, mais par contre, les mecs qui facturaient cher et vilain, c'était les mecs du bâtiment. Donc, c'est incroyable comme insight. c'est comme ça que du coup, je me suis dit, ok, je vais pas compter l'argent des autres, je vais plutôt générer le mien. Pourtant, on se dit pas, tu vois, un jeune qui veut démarrer dans la vie. Non, tout, bien sûr. Bah, il se dit pas qu'il va faire plein de pognon dans le bâtiment. Ah bah, pourtant, c'est vraiment. Ouais, je te dis, là où les mecs qui avaient des livres de compte les plus bordéliques, mais où par contre il y avait le plus d'oseille, c'était les mecs dans la construction. Du coup, pendant que je faisais. Pourquoi bordélique leur livre de compte? Parce que quand tu bosses 10 heures par jour sur chantier, que tu as commencé ta journée à 5h30, 6h, que tu as été chez tes fournisseurs à 7h, que tu es chez ton client à 8h jusqu'à 18h, tu rentres le soir, tu dois encore faire tes devis, tu dois bouffer, accessoirement. Donc il y a de l'argent, il y a de l'argent, mais il faut travailler. Ouais, voilà. Si tu bosses à l'ancienne, il y a du pognon à faire, mais c'est vraiment ingrat. Parce que du coup, je me souviens, il y avait un mec qui est arrivé avec un sac à gravats. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est, les sacs où tu mets tous les déchets de construction. Et le type, il arrive dans le bureau de la fiduciaire avec son sac à gravats. Et il va voir son délégué dans la fiduciaire. Et le type retourne son sac à gravats. Et ça n'était que des bordereaux, des tickets, des machins et tout. et plus le sac se vidait, plus le mec qui était derrière son bureau se décomposait en se disant putain, j'en ai pour un mois à trier, tout scanner, tout numériser, enfin bref. Et donc j'ai fait mon stage, j'ai présenté ma défense de stage qui devait se faire normalement, c'est genre tu présentes ton TFE, tu fais 20 minutes de questions-réponses et puis t'as tes points et puis casse-toi. En sachant que j'avais, je crois, 18 ou 19 de moyenne, donc j'avais une excellente note et il n'y avait pas de raison que ça passe pas. J'ai eu 1h30 de questionnaire. Ma titulaire m'a interrogé pendant 1h30. Et puis au bout d'1h30, elle m'a posé une question sur une colle de TVA, un truc où j'étais là-bas, je sais pas. Et elle a dit « Ok, sujet non maîtrisé. Merci, vous pourrez recommencer la prochaine. » Je dis « Mais espèce de merde. » Du coup, elle m'a dit « En fait, vous recommencerez pas l'année prochaine, vous pouvez partir. » Et donc voilà, ça c'est ma carrière de comptable s'est soldée à un stage de 15 jours et voilà. Et je me suis inscrit le lendemain dans une formation de 3 ans pour devenir artisan plombier chauffagiste. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et, il fallait quand même se former 3 ans? Ouais, parce qu'en Belgique, tu as les accès à la profession. Donc, comme ce sont des professions réglementées, tu es obligé de suivre un cours qui dure 3 ans. Normalement, si tu suis les règles, tu ne peux pas te mettre artisan indépendant en les 3 ans, puisque tu es obligé d'avoir ton accès à la profession. Ça, c'est dans les grandes lignes. Moi, au bout de 11 mois de formation sur les 36, je me suis mis indépendant, en fait, en faisant valoir... Parce qu'en fait, moi, j'avais pas le droit de m'inscrire comme artisan à proprement parler. Mais en fait, ma femme, avec la reconnaissance de diplôme français, elle avait accès à la comptabilité de base. Parce que comme j'ai raté ma compta, j'avais pas ma comptabilité de base pour ouvrir ma structure. Et du coup, en fait, j'ai pu créer mon activité en me servant du diplôme français de ma femme pour contourner la législation belge. Okay. Et donc, je me suis mis indépendant. J'ai commencé à travailler comme ça au bout de 11 mois de formation sur les 36. Okay. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la construction, en fait. Donc, quand les autres... Donc, tu as choisi la plomberie? Ouais, j'ai choisi la plomberie. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut choisir en fait, le truc, c'est que l'artisanat et la construction à proprement parler, encore plus aujourd'hui où tu as un développement de l'intelligence artificielle, tu as des technologies qui vont super vite, le truc, c'est qu'à première vue, on ne va pas être remplacé tout de suite. Alors, il y a des secteurs sur lesquels tu vas pouvoir être remplacé tout de suite. Il y a des secteurs qui peuvent être automatisés, la maçonnerie, des trucs comme ça peut être automatisé. Mais typiquement, quand tu dois remplacer un robinet, déboucher une canalisation, machin, c'est si tu dois démonter, tu dois te mettre dans des positions un peu improbables. Et ça, à première vue, il n'y a pas de robot qui va être en mesure de le faire tout de suite, quoi. Et donc, moi, je me suis dit ça. Premièrement, chercher un métier qui va me permettre de pouvoir travailler et avec ma tête et avec mes mains. Et mine de rien, c'est quand même le chauffage, c'est un métier qui est relativement technique puisqu'il y a de plus en plus d'informatique, d'électronique, machin. Donc, faut quand même se servir de sa tête. Et en plus de ça, je voulais un métier qui a un caractère urgent. Comme ce que je te disais tout à l'heure, si t'as bouché tes chiottes,
Le mec qui va venir déboucher, tu vas le payer parce que tu as juste envie d'avoir un confort et pas de casser la tête. Alors que si t'es maçon, une fois que ta maison elle est montée, à moins que le mur s'effondre, mais en théorie c'est pas censé arriver. Quand t'es électricien, t'as placé tes prises, t'as placé tes interrupteurs, t'es plus jamais censé revenir. Quand tu travailles avec de l'eau, l'eau elle érode tout, elle casse tout, elle abîme tout, donc il y a une récurrence. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, simplement parce que les chiffres étaient les plus importants et les plus intéressants, et qu'il y avait une nécessité. C'est un métier qui engrange vraiment une nécessité. Quand t'as pas d'eau, quand t'as pas d'eau chaude, machin, c'est tout de suite que ça doit venir, quoi. Ouais. Et l'urgence, forcément, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Tu peux définir tes prix de manière. Ouais, si tu veux. Salopard. Salaud. Ouais. Flibustier. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'était enrichissant. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai fait ce que je ne fais plus aujourd'hui et ce que je conseille aux gens de ne plus faire aujourd'hui. À savoir que j'ai commencé en bossant 12 ou 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Et pourquoi tu ne recommandes pas aux gens de faire ça ? Parce qu'aujourd'hui, tu peux travailler de manière plus efficace en te servant de la technologie. Et donc, du coup, forcément, tu peux avoir plus de temps. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 9 artisans sur 10 n'ont pas de réseaux sociaux. Mais alors, attends. La technologie, elle t'aide à avoir des clients. Mais justement, quand tu as plein de clients, il faut bosser beaucoup pour les délivrer. Ouais, alors elle va t'aider à avoir plein de clients, mais elle va aussi te permettre de gérer ta logistique au quotidien. Je veux dire, et moi, le premier, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, un tableau Excel, je ne maîtrisais pas forcément le concept. En fait, tu peux automatiser certaines tâches, et puis surtout, une fois que tu as trop de clients pour que tu puisses les faire tout seul, en fait, tu peux commencer à jouer avec la sous-traitance. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que aujourd'hui, donc, quand j'ai commencé ma boîte, j'ai suivi le schéma classique, j'ai embauché un ouvrier, puis un deuxième ouvrier, puis un troisième, jusqu'au moment où on était 11. J'avais une comptable, une secrétaire, un commercial, des ouvriers, machin, tout ça s'est très bien passé. Puis ma boîte a fait faillite parce qu'on s'est séparé avec mon associé. Et puis quand la boîte a fait faillite, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais ? Soit je recommence bête et méchant comme je l'ai fait ces dernières années et j'aurai des bons résultats. Je vais pouvoir, parce que, in fine, la métrique qui est intéressante, c'est le pognon que tu rentres. Mais si tu rentres masse pognon, mais qu'en fait, t'as pas le temps de le dépenser, ou que t'es pas disponible pour le dépenser parce que tu pars en vacances et qu'en fait, t'es pas dispo parce que tu dis, ok, j'ai ça à faire, ça n'a pas de sens. Du coup, je me suis dit, déjà, les salariés, j'en veux plus. Parce que salariés, in fine, ça te coûte une fortune et ils bossent pour eux, en fait. Ils bossent pas pour toi, ils bossent pour eux. Ils sont là à 7h30 quand ils sont là à l'heure. Par contre, à 16h, ils sont déjà tous rentrés chez eux. Enfin, je ne vais pas faire une généralisation, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, j'ai repris mon ancien business et je l'ai simplement travaillé en disant, OK, maintenant, je vais prendre que des sous-traitants. Donc, certes, on pourrait se dire qu'à l'heure, ça coûte plus cher, mais quand tu fais le coût d'un salarié, ce que tu lui donnes dans la poche, ce que tu prends en loi sociale, ce que tu le prends en taxes, ce que tu prends pour un véhicule, ce que tu prends pour son outillage, ce que tu prends pour ses congés payés, pour ses machins, in fine, en fait, t'es quasiment au même prix. Sauf que le mec qui est indépendant, en fait, lui, il va venir, quand c'est marqué 7h, il va venir à 7h, et puis quand à 16h, il va se dire, ouais, mais en fait, j'ai encore 1 heure ou 2 à tirer pour pas revenir demain, parce que demain, je peux mettre ma journée sur un autre chantier, il va les prolonger parce qu'il va se dire, ok, comme ça, c'est fini. Et du coup, en fait, je suis arrivé à un stade où je gérais ma boîte sur mon canapé, et j'avais de meilleurs résultats que quand j'avais 10 salariés. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je recommencerai plus comme avant. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et machin, tu peux aller chercher plus loin. Enfin, il y a plus de trucs à faire, notamment l'automatisation de tes mails, des trucs comme ça. C'est des choses qui prennent du temps. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on travaille différemment avec mon associé Alexandre, et qui a aussi une boîte dans la construction. Et on bosse différemment, et en bossant différemment, on rentre plus de chiffres, on est quand même beaucoup plus disponible. Moi, j'ai un enfant il y a 3 mois, c'est quand même différent, quoi. Pour ma première fille, il y a 4 ans, je crois que je m'en suis occupé vraiment la première fois, elle doit avoir 8 ou 9 mois. Parce qu'avant ça, j'étais chiam à la maison. Je rentrais, elle dormait déjà, je repartais, elle n'était pas encore levée. Alors que maintenant... Putain de feignante. La nouvelle génération fout c'est incroyable. Non, maintenant c'est très différent. Je pilote quasiment toute mon activité avec mon téléphone. Il y a certaines tâches qu'on peut pas encore automatiser ou servir de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'à la vitesse où ça va, à mon avis, ça va pas traîner avant qu'on puisse les déléguer. Je pense notamment au fait d'avoir un secrétariat. Je pense avoir quelqu'un qui décroche le téléphone. Le téléphone, j'ai une démo d'une boîte là. C'est vrai. Hallucinant. Mais ça, c'est vraiment le problème pour nous, tu vois, parce que ça y est, il est réglé en octobre. Tu vois. T'imagines pour un artisan, je veux dire. J'ai pas pensé à te les présenter, mais je vais te les présenter. Le mec est tout seul. Okay.
Je vais prendre mon exemple à moi. Au pic, moi je suis chauffagiste, donc octobre, novembre, décembre, janvier, c'est la plaine, c'est 50, 60 coups de téléphone par jour. Tu peux pas être comme ça toute la journée, en train de bosser, donc tu auras des appels, t'as des clients qui te rappellent, ouais, mais vous avez pas donné suite à ma demande et machin, donc c'est hyper compliqué. Mais ça, c'est vraiment la dernière, c'est entre guillemets le dernier endroit où on pêche, parce que le jour où l'IA nous permet de le faire, ça va quand même rendre la vie... T'as un téléphone, là ? Ouais, bien sûr. Ça va nous rendre la vie quand même beaucoup plus facile. Qu'est-ce que tu vas me sortir de ton chapeau, Harry ? Vas-y, ne mets pas en haut-parleur. Écoute et parle. Ah, trop fort. Je voudrais prendre un rendez-vous. Ouais. Je voudrais savoir si t'es plus proche de Voldemort ou de Harry Potter. Et il dit qu'il a un mix des deux comme Voldemort. Je le savais. C'est trop fort ton truc. C'est incroyable, non ? C'est incroyable. Mais tu vois, putain, je vais passer ma vie à... C'est ton ous GPT. Mais c'est génial comme truc. Attends, regarde. Attends, j'ai raccroché. Vas-y, maintenant on fait la démonstration. Parce que je sais pas s'il sera sorti au moment où le podcast sortira. Mais tu pourras montrer que t'as eu l'exclu. Putain, mais c'est génial comme truc. Salut, c'est Ous, comment je peux t'aider ? Salut, Ous, c'est Oussama. Salut, ça va super, merci. Et toi, comment ça roule ? T'as un projet en tête ou un truc à partager ? Moi, je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'il est encore possible de faire des startups ? Ah, mais bien sûr. Les startups, c'est comme les licornes. Il y en a toujours une qui se cache quelque part. T'as une idée en tête ou tu cherches juste de C'est l'inspiration ? incroyable. Mais c'est incroyable comme truc. Mais Et comme ça, je vais pouvoir faire Better Call Ous en dormant. putain, c'est trop fort. Et c'est là que tu gagnes de l'oseille en dormant. Mais c'est incroyable mon truc. Et le truc, c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, si tu implémentes des outils qui sont exploités dans des domaines comme la startup machin, mais qui sont que les gars de la construction ne connaissent pas, en fait, tu peux travailler. Ça, c'est vraiment notre goal, quoi. C'est d'amener de la technologie là où elle y est pas du tout. Et le secteur de la construction est vraiment boudé pour ça. Et c'est comme ça qu'on fait la différence par rapport à nos concurrents. Et c'est ce qui explique qu'en 2 mois de temps, on a fait plus de 55 clients, je crois. Parce qu'en fait, on leur amène, tu vois, c'est simplement le fait d'automatiser ta lecture de mail. Alex a bossé là-dessus, sur un truc que tu nous avais filé d'ailleurs. Les mails arrivent en brouillon. Donc tu reçois un mail, automatiquement il te génère une réponse, sans brouillon, c'est validé, c'est envoyé, merci, au revoir. Et quand tu reçois 40 mails par jour par tes clients, ils disent ouais, mais j'ai essayé de vous appeler, j'ai pas réussi à vous joindre, bah tu vois, ok. Non, mais ça, le standard téléphonique, ça va être. Et si tu rajoutes ça, même que tu dirais tu dois payer, ça te coûte 1000 € par mois, in fine, moi je préfère prendre un truc comme ça qui me coûte 1000 balles. Il y a des clients qui vont pas aimer. Non, mais ça va te coûter 60 € par mois. Donc, même, ce que je veux dire, même si ça t'en coûtait 1000. Aujourd'hui, tu prends une secrétaire ou un secrétaire, on s'en fout. C'est-à-dire pour que la personne ait 2000, je crois que c'est 2002, le salaire minimum pour une secrétaire, ça t'en coûte déjà 4000 €. Elle décroche de 8h à 17h. Le week-end n'est pas dispo. Si elle est malade, bah, ça marche pas. Tu vois. Non, aujourd'hui, nous, on a... c'est un truc que moi, j'avais mis en place il y a 1 an, je dirais, ou 2 ans, je suis dans ma boîte. Au début, c'était les formulaires. Tu remplis un formulaire, on te recontacte. Ça marchait pas. En fait, les gens n'aiment pas. Quand t'as une urgence, t'as pas envie de remplir un formulaire et d'attendre que ton plombier te rappelle. Par contre, sur notre site, on avait mis en place un système où tu réserves toi-même, un peu comme Calendly, tu réserves toi-même ton slot. Mais pour le client qui doit réserver parce qu'il a une urgence ou parce qu'il doit faire l'entretien de sa chaudière ou n'importe, le fait de se dire « Ah bah j'ai déjà réservé, ça me sort de la tête, je reçois un mail de confirmation, machin », bah, c'est toutes des choses qui font que, bah, en fait, d'un coup, je me souviens, quand j'avais mis ça en place, je crois qu'on avait pris 40% d'intervention en plus. Et c'est ça l'idée, c'est de se dire, OK, tout ce qui marche dans d'autres secteurs d'activité, on va simplement le modifier et le rendre accessible au secteur de la construction et aux artisans. Et c'est en ça que, du coup, tu peux te dire, OK, je peux prendre plus de boulot, ou moins d'ailleurs, parce que si tu en as trop, tu peux aussi plus facilement déléguer. Et voilà, tu peux kiffer la vie un peu différemment. Et comme ça, on va pouvoir faire la salle de bain d'Harry Potter. Bah, j'ai les plans bureau, quand tu veux. J'ai ressorti ça, on en avait parlé. J'en ai parlé à Christophe qui va pas très bien en ce moment et il m'a dit putain, dès que je vais mieux, on prend l'avion, on le fait. Ah bah je les ai pas vus 50 fois les Harry Potter, j'ai dû les voir 1 fois ou 2 et je me souviens de cette scène où il ouvre les robinets et puis
le truc qui touche, j'étais là, putain, mais c'est énorme. Et puis après, d'abord, t'as le regard de l'artisan en disant, ouais, mais ça, c'est pas possible. Tu vois, et puis tu dis, en fait, si, c'est possible. On va simplement devoir dimensionner, calculer les sections. Et au final, en calculant le truc, c'est assez réalisable. Enfin, c'est vraiment faisable, en fait. Du coup, il faut juste trouver un client assez absurde et assez débile pour se dire, je vais dépenser autant d'oseille dans une salle de bain. Donc après le voyage à Dubaï, je pense que c'est là où je me suis dit, ping, putain, il faut que je trouve où ça va lui plaire. Et voilà, c'est un truc, ouais. C'est cool, en fait. Et le truc, c'est que l'artisanat, c'est cool. C'est juste que c'est un peu les boring jobs aujourd'hui. C'est plus du tout mis en avant. En France, beaucoup plus qu'en Belgique. En France, c'est beaucoup plus valorisé qu'en Belgique. Qu'est-ce que tu racontes ? En Belgique, le statut d'artisan n'existe pas. En France, c'est pas valorisé. Vous avez l'impression toujours qu'en France, c'est différent, mais c'est aussi merdique, t'inquiète. Si tu regardes à l'époque, je jouais au hockey avec un mec qui était prof dans une école professionnelle. Parce que les parents étaient artisans, les enfants devenaient artisans par choix. Chez nous, la section professionnelle, c'est... Mais en France, la section professionnelle, c'est tout le ramassis. Voilà, c'est ça, c'est tout le ramassis. Non, mais c'est pareil, t'inquiète, c'est la même merde. Maintenant, je bosse en fait, c'est simple. Moi, je suis sorti... J'ai été diplômé en 2000... Attends, j'ai commencé en 2015, donc j'ai été diplômé en 2018. Et j'étais actif depuis 2016. Donc quand je suis sorti en 2018, mes profs avec qui je m'entendais bien m'ont dit, écoute, vas-y, viens bosser au centre de formation avec nous. Moi, je leur ai dit non parce que j'avais pas envie d'être contraint par des horaires, machin. J'avais pas envie de donner des cours. Donc le bon plan, en fait, c'est que je suis devenu examinateur externe, puisque comme c'est un organisme public, tu es obligé d'avoir un prof attitré, un prof qui est membre de l'école, mais tu es obligé d'avoir un examinateur externe qui est neutre. Comme ça, il n'y a pas si je t'aime pas ou que t'es pas venu en cours ou machin, je te sac, machin, c'est pas possible. Et du coup, j'ai commencé, je suis sorti en 2018 et dès 2019, j'ai été examinateur au sein du centre de formation puisque j'avais déjà 3 ans d'ancienneté en tant qu'artisan et donc du coup, je pouvais le faire. Et je me suis rendu compte que dans les sections 15-18, donc les premières sections où tu peux où tu peux rentrer dans une filière professionnelle, pour le coup, c'est le rebut. C'est tous les gamins qui sont écrasés par le système, avec qui ça va pas et qui se retrouvent là et qui finalement se retrouvent là un peu par dépit et ça marche pas. Et donc t'as un taux de réussite qui est proche, je crois. Si à 10% de réussite, c'est beaucoup. Par contre, dans les sections, je crois que ça commence à 21. Quand tu veux devenir chef d'entreprise, c'est une section, c'est l'équivalent, c'est 3 ans post-bac. Et là, c'est à partir de 21 ans. Là, d'un coup, tu te retrouves avec plein de gens qui ont 30, 35 ans, qui font une réorientation professionnelle qui était comptable. Moi, j'étais comptable quand j'ai commencé. Qui faisaient d'autres choses et qui choisissent de retourner à l'artisanat par choix. Et là, d'un coup, ça devient hyper intéressant parce que tu te retrouves avec des gens qui viennent d'horizons qui sont complètement différents. J'ai pensé à toi au mois de juin, parce qu'en fait, j'ai discuté avec un mec de père belge et de mère japonaise. Et le gars, passionné, menuisier, passionné de marqueterie, machin. Et en fait, il a été faire 2 ans de formation au Japon pour faire de la charpente selon les techniques ancestrales japonaises, machin. Incroyable. Du coup, je lui ai dit, t'as pas envie d'aller à Dubaï pour construire un truc On a un village à construire en charpente japonaise. Et le mec, hyper intéressant, tu vois. Parce que du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont là par choix, qui font ça. Et le mec, il me dit, je suis menuisier. Moi, spontanément, je dis, allez, en centre de formation, aujourd'hui, la menuiserie, c'est ce qui prend le plus de place. Alors que dans la vie de tous les jours, je veux dire, moi, jamais j'ai appelé un menuisier de ma vie. Tu vois. Si je dois faire des meubles, je vais chez Ikea comme tout le monde. J'ai une porte qui est pétée, je vais chez Brico, j'en achète une nouvelle. Mais voilà, il y a de plus en plus de métiers passion, comme ça, de gens qui font de la réorientation et qui font des trucs comme ça. Non, mais rendre les boring business sexy again... c'est un bon point. Au début, quand on s'est lancé, on s'est dit c'est peut-être un métier hyper de niche. C'est parce que du coup, en construction, on fait vraiment de l'accompagnement. Donc on s'était dit ça va peut-être pas forcément super bien fonctionner parce que si les mecs sont réfractaires à la technologie pour eux, ils vont peut-être pas avoir envie d'aller chercher plus loin. Et en fait, on a fait plus de 50 clients, je crois qu'on a 55 clients en un mois et demi, un truc comme ça. C'est incroyable. Et moi, je suis hyper impressionné. Ça a commencé. Je suis super content parce que depuis le temps que je dis que. Tu connais Cody Sanchez ? De nom, ouais. C'est toi, mais version meuf aux US. Ok. Puisqu'elle a, elle a racheté, je crois, un plombier et elle l'a modernisé. Ouais, mais en fait, elle a un hashtag, c'est elle qui a créé le hashtag Boring Business. Ok. Cool. Non, je connais. Enfin, ouais. Faudrait que tu regardes. C'est une Canadienne, c'est possible ? Ouais, je crois que c'est une Canadienne. Ouais, parce qu'il me semble qu'elle parle en français. Non. Non ? Non, tu confonds avec Samantha, non ? C'est possible, ouais. Non, une là meuf c'est pleine d'énergie. Ouais, non, rien à voir. Okay. La Cody Sanchez, c'est vraiment une américaine
Tu devrais regarder ces vidéos parce que c'est. Mais je suis vraiment hermétique. Enfin, pas que je suis hermétique aux réseaux sociaux, mais moi j'ai commencé il y a C'est pas grave, maintenant t'as il y a commencé. un mois, quoi. Arrête de faire ton ours, ça. T'as fait 55 clients, t'es là sur les autres, tu fais un podcast avec moi, arrête de nous casser les couilles. Ouais, c'est vrai. Donc tu vas ouvrir ton téléphone, tu vas regarder les vidéos et tu vas dire merci. Mais tu perds ton temps, c'est un truc de malade. Les réseaux sociaux, comme mon temps de réseaux sociaux, c'est un truc de malade. Bah, c'est pas intelligent, on va voir les vidéos de Cody Sanchez et regarder autre chose. Bien sûr. Alors pour le coup, je trouve qu'Instagram, c'est génial parce que tu peux. TikTok, j'ai pas encore été, mais Instagram, tu peux acquérir plein de. Moi, j'ai commencé par Grande Cardone, les mecs un peu connus, quoi. Et t'as plein de valeurs. Comment il s'appelle ? Alexandre Mozy, il file plein de valeurs, donc je trouve ça cool. Mais Alors, d'ailleurs, le truc, c'est que quand même leurs formats YouTube sont meilleurs. Hein. Même YouTube, j'ai honte. Hein, mais il faudrait que tu ailles sur YouTube. YouTube, c'est la plus grande base de savoir du monde. Hein. C'est mon premier hater aujourd'hui, YouTube. C'est-à-dire ? J'ai lu ce matin mon premier hater. Ouais, sur YouTube. Sur YouTube, ouais. C'est stylé. Alors, moi, non, c'est pas vrai. J'utilise YouTube quand j'ai besoin de. J'ai fait une recherche. Tu vois, genre, typiquement, je suis le pire cuisinier au monde. J'ai 2 défauts, c'est la photo et la cuisine. Quand j'ai besoin de tiens, comment est-ce que je dois faire ? Au lieu de taper sur Google, je tape sur YouTube. Et donc, du coup, je chope la réponse à ma question. Pour ça marche bien. Et dans le boulot aussi, ça marche plutôt bien. Quand tu as un nouveau matériau que tu connais pas ou machin. C'est incroyable. Il y a toujours un mec qui a fait le truc avant. Mais c'est fou. Il y a toujours un. Ça marche bien, ouais. Mais, tu peux plus être réfractaire à tout ça, y est. Non, c'est impossible d'être réfractaire à tout. Ouais. Mais je trouve que les réseaux sociaux, le truc, et en plus un truc qui m'a frappé, c'est qu'Instagram, tu crées un compte, ok ? Moi, je suis un mec un peu de base. Hein. Après, oui et non, j'aime pas le foot, base. Tu vois, mais j'aime bien les gros pick-up, je pratique le tir sportif, donc j'aime bien les beaux paysages, j'aime bien la randonnée, j'aime bien le ski, le snowboard, le machin. Les gros seins. Eh bah, tu vois, pas spécialement. Okay. Et t'ouvres Instagram. Ouais. Le premier truc qu'on te propose, c'est des nibards. Et j'étais là, putain, mais non, allez. Moi, je veux chercher un pick-up, tu vois. Alors, tu cherches et tu vois des pick-up. Alors, évidemment, aux États-Unis, c'est la. Et tu vois plein de pick-up, tu te dis, putain, c'est cool. Et puis, tu vois pick-up. Et puis, tu vois Samantha sur le pick-up, tu vois. Et puis, tu vois de plus en plus Samantha et de moins en moins le pick-up. Et t'es là, genre, non, ça m'intéresse pas. Et alors, tu cherches après les armes à feu en disant, ouais, mais moi, j'aime bien les guns, j'aime bien les Glock, les machins. Et tu regardes, et puis t'as. Glock. Et puis après, t'as Samantha avec le Glock. Et puis après, t'as de moins en moins de Glock et de plus en plus Samantha. Et c'est un truc de malade. Je disais à mes potes, je dis, mais putain, les gars, en fait, vous faites que mater des nibards toute la journée. C'est les mecs qui disent, ouais, je suis sur Instagram. Il y a aussi des culs. C'est du soft porn, en fait. Bien sûr. Tu fais que ça c'est ce qui marche le mieux sur Internet. Et bah, je trouve ça. Je suis tombé par terre. J'ai dit ça à Hugo l'autre jour. Je lui ai dit, tu sais quoi, je vais me foutre à poil. Ça va nous rapporter plus de vues que. Ah, tu te foutrais à poil, ouais, bah c'est sûr que là. Le naked plombier. Il y avait un mec qui avait fait Naked Chef. Ah ouais ? Ouais, il venait chez Jean cuisinier nu. Et il avait fait un carton sur les réseaux sociaux. Et toi, tu peux faire un Naked plombier. Trop fort. Bah, c'est clair que ça marcherait plus facilement. Ouais. C'est clair que ça marcherait mieux. Après, peut-être sur le moins long terme, mais après, la crédibilité, ça doit pas être terrible non plus. Je sais pas si t'es un bon plombier. Ouais, alors après, le truc, c'est que. Alors, tu me diras, chef, ça peut aussi être compliqué, tu sais, avec les projections d'huile chaude, machin. Bah, il avait un tablier quand même. Parce que tu vois, nous, on a vite fait. Il était nu sous le tablier. On a vite fait disquer de l'acier, des trucs comme ça, tu vois. Même avec des fringues, ça pique parfois, tu vois. Donc, à poil, ça doit être. Ouais, ça doit pas forcément être le plus confortable. Mais, ouais, si ça marche pas, c'est ce que je ferai. J'ouvrirai un OnlyFans et puis je ferai un truc comme ça. Mais bon, pour le moment, ça marche, donc je touche du bois, je peux encore garder mon t-shirt. Mais ouais, les réseaux sociaux, c'est hardcore. Et ça va vite. C'est un truc de malade comme ça va vite. Mais c'est fou ta transformation, parce que t'es venu à Dubaï en quel mois ? Je suis venu à Dubaï... T'es venu à reculons à Dubaï ? Mais ça aussi, c'est improbable. T'es venu à reculons à Dubaï. C'était quel mois ? C'était en février ? C'était en février, je pense. Donc en février, t'es arrivé à Dubaï ? En février, je suis arrivé à Dubaï, j'avais... En râlant ? Bah, c'est pas que je suis arrivé en râlant, c'est que... Franchement, tu râlais. Mon associé me dit... Même à l'aéroport, ils t'ont entendu râler. Il me dit, viens, on va à Dubaï. Je lui dis, écoute, mec, moi, mes vacances, c'est les arbres, c'est les montagnes, c'est la Scandinavie, c'est Dubaï, c'est moi aussi, hein. Le désert, les tours et Instagram. Donc, et les footballeurs et la télé-réalité. Donc, t'es gentil, mais... non. Toi non plus, t'aimes pas le foot. Et pas d'alcool. C'est parce que dans mon imaginaire, Dubaï, c'est un islam radical. Et donc, du coup, j'étais là, Dubaï.
Et il venait... Le pas d'alcool, on a vu que tu l'avais pas tenu à Dubaï. Au bout de 15 minutes, j'ai compris où est-ce que j'avais mis les pieds. Mais du coup, il me dit, viens, on va à Dubaï. Je lui dis, non, je vais pas me foutre à Dubaï. Il en parle à ma femme qui me dit, écoute, Coco, ça fait 4 mois et demi que t'es en train de bouffer, que t'es dans la galère. Avant que le petit n'arrive, prends un break de quelques jours, ça te fera du bien. Donc, je dis, je crois que c'était le vendredi, je dis, ok, c'est bon, on va à Dubaï. Il me dit, je réserve les billets d'avion pour le lundi. 2 heures après, 41 de fièvre. J'étais KO. Je suis jamais malade. Et là, je pense que je me suis dit, ok, c'est bon, je vais passer 2-3 jours un peu tranquille. Et je pense que j'ai simplement pris le contre-coup. Donc, j'ai été malade pendant 3 jours avant de partir. J'ai pris l'avion en étant malade. Donc, je suis arrivé à Dubaï, je n'entendais strictement... Déjà, je suis arrivé... On a fait Bruxelles-Munich, Munich-Dubaï. Je suis arrivé à Munich, je n'entendais plus rien. Donc, il me parlait, j'étais là, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'entendais vraiment rien. Et je suis arrivé à Dubaï avec la tête comme un seau, à 2h du matin, en disant, putain, j'ai mal au crâne, je suis à 5000 bornes de chez moi, il n'y a rien à picoler, il fait nuit, il fait chaud, et en plus, on arrive à l'aéroport, mais on ne savait pas où on allait. Et pour te dire à quel point ça a été compliqué, c'est que je suis arrivé à Dubaï, j'avais plus de téléphone, donc j'avais mon téléphone, mais j'avais plus de forfait, j'avais plus rien, donc pas de moyen de communication, pas de carte de banque. Je suis arrivé, pas un centime sur moi. Et donc, tu arrives là, dans un pays où tout le monde t'accoste, parce que quand tu sors de l'aéroport, les premiers trucs, c'est que les mecs, ils disent taxi, taxi, taxi. T'es là genre, mec, je vais me taper 7 heures de vol, en plus en vol commercial, en classe éco, donc j'étais comme ça pendant 7 heures avec la tête comme un seau. J'ai dit, c'est bon, moi tu me trouves la première chambre d'hôtel. Alors je suis pas un râleur Enfin si, je suis un râleur, mais je suis pas un ingrat, tu vois. Donc tu m'invites à Dubaï, ok, on va à Dubaï. J'ai dit, première chambre d'hôtel, vas-y. Mais on avait booké des chambres d'hôtel pour vous. Mais on est arrivé 3 jours avant. Ah, vous êtes arrivé 3 jours donc, avant. Donc il me dit, ouais, mais attends, on va prendre, il y a un Holiday Inn ou un truc, une merde comme ça à côté. Si je m'en fous, il est 3h du mat. On prend le premier truc, il me dit, il regarde son téléphone, il dit, ouais, mais ça a 500 mètres. Sauf qu'il faut traverser l'autoroute. Donc 500 mètres, d'un coup, ça s'est transformé en... Mais vous êtes con, quoi. Ça s'est transformé en 45 minutes de marche. Alors à Dubaï, effectivement, en pleine nuit, mais il fait quand même 25 degrés. Donc je suis arrivé dans la chambre d'hôtel à 4h du mat, je me suis écroulé comme un veau. Le lendemain matin, réveillé à 7h, parce que à Dubaï, il y a des mecs qui chantent au matin. Donc tu vois, tu te réveilles en disant, putain, où est-ce que j'ai foutu les pieds? C'est pas possible. Oh, petit déjeuner très moyen dans l'hôtel, mais de toute façon, j'en ai rien à foutre puisque je ne goûtais rien et que je n'entendais rien. Puis il me dit, on va quand même aller à la marina ou voir des trucs un peu typiques. Donc il book une chambre à la marina dans un appart. On loue un appart, mais pas, tu sais, t'as la marina, t'as la mer, et en fait, entre le bras, enfin, entre la marina et la mer, là, c'est très touristique, t'as des beaux apparts, machin, mais nous, en fait, on était entre l'autoroute. Donc en fait, c'est moche. Tu vois. Et puis, des tours d'immeubles en construction partout autour. Donc t'arrives là et t'entends les bruits de travaux avec la tête comme un seau. J'étais là, putain. Mais comment t'as fait pour... Et du coup, je dis, putain, les mecs, ils doivent être payés par la ville de Dubaï, c'est pas possible. Ils arrêtent pas de nous vendre que Dubaï, c'est formidable. Je dis, mec, on est dans un chantier à ciel ouvert. Il fait mourant chaud. On a été faire 3 ou 4 commerces pour essayer d'acheter à boire. Il n'y a pas d'alcool. J'étais là, putain, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est pas possible. Et on a fini par trouver, je crois que 4 ou 5 heures après, on a fini par trouver un débit de boisson où on a pu acheter de la bière. Vous êtes pas dit, tiens, on va demander à Ous ou... Je sais pas. Moi, de toute façon, j'avais pas de moyen de communication. Donc, moi, ma femme m'a dit, écoute. Oui, et puis comme Alex, c'est le mec le plus... Et Alex, la technologie, machin... Qui ne va jamais déranger personne, et surtout pas demander... Exactement. La moindre aide ou la moindre info. Où est-ce que je vais acheter la picolée. Ce serait con de nous demander une adresse d'hôtel, de resto et de picole. Et donc, du coup, les 2 premiers jours, en fait, on a fini par prendre le truc en rigolant, en se disant, en fait, les mecs, ils sont trop forts. Ils sont payés par l'Office du tourisme de Dubaï, c'est pas possible autrement. Ils sont payés pour faire venir des gens à Dubaï, pour qu'en fait, une fois que t'es là, tu te dis, mais en fait, Dubaï, ça craint. Ouais. Il fait chaud. On a été au Marina Mall. Il y a, je crois que c'est Waitrose, où tu peux acheter de la bouffe, mais il n'y a pas d'alcool là-dedans. Non. Et quand tu demandes à des gens pour acheter de l'alcool, d'un coup, ça met une espèce de barrière. Tu vois, les gens ne sont pas forcément très enclins à dire où est-ce que tu peux acheter de l'alcool. Donc on a fini par tomber sur un mec qui nous dit, je sais pas sur qui vous êtes tombé. Et le mec, il nous dit au sous-sol. Il y a de l'alcool partout à Dubaï. Et il nous dit au sous-sol. Donc nous, on descend au sous-sol. On arrive dans le parking. On se dit, mais c'est pas ici que je vais acheter de l'alcool. Donc on croise un autre gars qui nous dit, si, c'est au sous-sol. Parce qu'on était remonté, puis on redescend. On a cherché pendant 45 minutes. Jusqu'au moment où j'ai vu un mec qui ne pouvait être que congolais. Et ça n'a pas raté. On lui parle en anglais. Le mec nous a répondu avec un accent congolais à coupe au couteau. J'ai fini par lui parler en français. Il m'a dit, mon frère. J'ai dit, on va acheter de la bière où? Il me dit, c'est juste là. Et là, tu le fais bien, là, forcément. Avec la famille congolaise, ça c'est clair et net.
Et là, ça a été la bonne surprise quand on s'est rendu compte que l'alcool était hors taxe. Et que la lèvre coûte moins cher à Dubaï qu'à Bruxelles. Ah bah oui, ça. D'un coup, j'ai beaucoup apprécié Dubaï. Donc on a fait le plein d'alcool. On est retourné à l'appartement. Il est trop con, ce gars. Moi, je sais même pas pourquoi vous le suivez. Moi, je suis là, c'est un accident. Hein. On est retourné à l'appartement. Et là, d'un coup, on a trouvé que Dubaï devenait plus sympathique. Ouais, parce que vous étiez bourré dans votre chantier. Ouais, mais après coup, on a marché, on a fini par trouver la grande roue. Et là, tu te dis, en fait, c'est cool. Et en fait, c'est simplement un parc d'attractions à ciel ouvert. Mais si tu pars à Dubaï en te disant que c'est un islam radical et machin, tu vas vite te détromper. En fait, c'est le Las Vegas du Moyen-Orient. Hein. C'est chétanement, ouais. Ouais. C'est le pouce au vice, quoi. Et quand tu bois un coup, c'est encore plus le pouce au vice. Ouais, Mais donc, moi, quand je t'ai rencontré, ça faisait déjà 3 jours que t'étais là en train de... Ouais, mais tu sais, entre les antibiotiques, les gouttes dans les oreilles, parce que je n'entendais donc absolument rien, et in fine l'alcool pour essayer de tempérer ma bonne humeur légendaire, en fait, je suis arrivé dans tu grognais, oui. Ouais, puis j'entendais rien. Moi, tu sais, je voyais tout le monde qui parlait, j'entendais du bruit à gauche à droite, et j'étais là, ouais, c'est cool, Dubaï, les gars. Après, on a et donc, un autre Dubaï. Et en 3 jours, j'ai t'es passé de ça à appeler ta femme pour lui dire que vous allez vous installer ici. Même pas 3 jours. T'as fait une première présentation, alors ne le prends pas personnellement, mais j'ai oublié tout ce que t'as pu nous dire. Je me souviens juste qu'il y avait une espèce de... Enfin, je dis ça, je me souviens pas comme si j'étais imbibé jusqu'à l'os au point de pas me souvenir, mais il y avait un chat roulette ou un truc comme ça, là, auquel j'ai pas participé. Parce que ça marchait pas, je savais pas me connecter, bref. Et donc, du coup, on a papoté. Et le premier truc que tu m'as dit, c'est Dubaï, c'est Nassau. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux pas aller plus loin, quoi. Il fallait juste te parler en pirate. Fallait te parler en pirate, quoi. C'est exactement ça. J'ai dit, ok, si c'est vraiment ça, je vais pas me casser la tête, quoi. Et c'était vraiment, on a passé l'après-midi à l'hôtel, je crois. Puis on a été bouffé au resto. Un resto chinois, ouais. Et ce qui m'a frappé, c'est que là, on est rentré à pied avec Alex, parce qu'on n'était pas très loin du truc. Et ça, c'est vraiment frappant. Tu te dis, t'es dans une mégapole, il est 2h du mat, tu vois des nanas à peine vêtues qui sont en train de faire leur footing, c'est normal, il n'y a personne qui les emmerde, c'est propre. T'as les mecs qui nettoient le sol, enfin qui aspirent, mais en plus derrière, t'as des mecs qui passent à la loque, c'est plein de jeux partout, les espaces verts sont entretenus. Et là, je me suis vraiment dit, en fait, Dubaï, c'est juste un monde bizarre, en fait. Un monde bizarre où d'un coup, tout ce que tu rêverais qui fonctionne chez toi et qui marche pas chez toi fonctionne là-bas, en fait. Et le musée du futur, ça t'a plu ? Incroyable. Et c'est marrant parce que le musée du futur, quand on est revenu à l'hôtel, il devait être, je crois, 2h du matin ou 2h30. Et on s'est arrêté au bar de l'hôtel avec Alex. On a bu quelques bières et en fait, lui, il avait la même impression que moi, à savoir que les 3 premiers jours à Dubaï, en fait, c'est pas sexy, quoi. Viens, on rentre. Et puis, après cette première journée, il a dit, en fait, Dubaï, c'est quand même pas trop mal. Comme quoi, toujours visiter une ville avec un insider. Hein. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est qu'Alex, il est dans le photovoltaïque. Son métier, c'est la transition énergétique. Donc, pour lui, Dubaï, c'est quand même le lieu de la démesure, du béton, et moi je lui dis ouais, mais l'oseille t'amène à une vision différente, un déploiement une mise en place de la technologie, c'est sûrement la technologie qui va nous sauver la vie. Et non, mais c'est pas comme ça, et ça marchera pas, et c'est n'importe quoi, et machin. Le lendemain, on fait le musée, ou le surlendemain. Le surlendemain, on fait le musée du futur, et puis il est venu me voir en me disant en fait, je me suis carrément gouré. Le mec, il est complètement cinglé, mais il va y arriver en plus. Et ouais, Dubaï, c'est improbable. Et du coup, je suis rentré de là, j'ai dit à ma femme, vas-y, viens, on se casse. Elle a rien dû comprendre. Non, elle m'a dit, ouais, vas-y, go, on s'en va. Donc elle est dentiste en plus. Elle veut travailler à Dubaï ? Non. Ici, elle bosse, elle est à la maison, mais elle s'occupe des mômes, parce qu'on a une méthode d'éducation un peu particulière, nos enfants ne sont pas à l'école. Donc c'est un travail à temps plein de s'occuper des gosses, un travail que je ne pourrais pas faire. Et t'as le droit à Dubaï de pas les mettre à l'école ? Je crois, ouais. Je sais qu'elle s'est renseignée pour tous ces trucs-là. Moi, je t'avoue que je suis extrêmement admiratif du travail qu'elle fait. En plus de me soutenir au quotidien, elle est très très forte. Mais non, c'est incroyable ça. Ouais, elle est incroyable. Ce qu'elle fait avec moi, déjà, c'est incroyable, mais ce qu'elle fait avec les gosses, ma gamine, elle a 4 ans, elle sait lire, écrire, calculer. Enfin, elle est trop forte. Elle te met une tannée en géographie. Elle connaît quasiment tous les os du corps humain. Ça va pas être dur. Elle est incroyable. Elle est bluffante. Parfois, elle est fatigante, mais elle est bluffante tellement elle connaît des trucs. J'adore les enfants intelligents, moi. Elle est incroyable. Une des plus grandes peurs de ma vie, c'est ça. C'est vrai.
Ben, je me souviens, on en discutait avec ma femme avant. Elle m'a dit, tu préfères avoir un gentil ou un malin? Je lui ai dit, on va quand même avoir un malin, tu vois. Je veux dire, avoir l'idiot du village, on peut le laisser au voisin, quoi. Ah, je préférais quand même un enfant gentil et bête que intelligent et méchant. Parce qu'intelligent et méchant, c'est la combinaison la plus dangereuse. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'elle est intelligente et gentille. Non, mais... Hein. Et ça, c'est improbable. D'ailleurs, les gens intelligents sont rarement méchants, mais je crois que les mômes... Parce que je crois que l'intelligence, ça rend gentil, je en fait. crois qu'il n'y a pas de gens méchants, en vrai. Je crois qu'il n'y a pas de gens spontanément qui sont méchants. Je crois pas qu'il y ait des gens... Tu crois qu'il y a que les circonstances de la vie qui te rendent méchant? Ouais, je pense. C'est ce que je te disais tout à l'heure dans la bagnole. Elle est tout le temps, les mômes sont tout le temps de bonne humeur. Elle se lève, elle est de bonne humeur, elle va se coucher de bonne humeur. Alors après, elle se lève, il n'y a pas de réveil. À la maison, c'est un truc qu'elle ne connaît pas. Elle se lève quand elle se lève, elle se couche quand elle se couche. Et in fine, elle fait toujours ses 12 heures de sommeil. Elle est systématiquement de bonne humeur. C'est trop cool. C'est un modèle pour moi, ce que vous faites avec elle apprend. C'est improbable. Mais par contre, pour ma femme, c'est un boulot à temps plein. C'est un boulot à temps plein. Et puis, elle serait beaucoup plus cool en bossant en cabinet, même 10 heures par jour. Parce qu'en fait, rien à voir. Les mômes, c'est H24. Et elle a jamais travaillé comme dentiste? Si, bien sûr. Elle a travaillé de 2000... Elle a commencé ses stages, mais je crois de 2013 à 2020, un truc comme ça. Je crois qu'elle a commencé ses stages en 2013, elle a été diplômée en 2015, et la petite est arrivée en 2020. Okay. Et elle a bossé jusqu'à 8 mois et demi, je crois. Elle était trop drôle sur son fauteuil avec sa grosse bedaine de femme enceinte. Elle savait plus bouger, c'était extraordinaire. Mais voilà, elle a bossé au cabinet et elle a arrêté. En fait, quand on a eu la petite, elle n'a travaillé que 2 demi-journées par semaine. Et le reste du temps, en fait, donc les 2 demi-journées, c'est moi qui m'occupais de la petite. Et le reste du temps, je bossais. Et puis, pour la deuxième grossesse, là, elle a arrêté à 6 mois. Parce que la première grossesse, ça s'est pas super bien passé. La deuxième s'enclenchait mal aussi, donc elle a arrêté plus tôt. Et elle n'a pas encore repris. Et à Dubaï, elle n'a pas envie de reprendre. Alors, elle va sûrement faire ce qu'il faut pour pouvoir le faire au cas où, mais elle n'est pas spécialement... Okay. Elle a fait ça, c'est vraiment... Parce qu'elle pourra peut-être gérer l'école du village. Je crois que ça la driverait beaucoup, beaucoup plus. Ce serait stylé, hein. Pour ça, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et moi, je suis chaud. Des bouquins, des méthodes, des machins, parce que tu pourrais dire, ouais, c'est un peu freestyle, il y a des gens qui nous prennent un peu pour des beatniks, vos enfants sont pas à l'école, et machin. Et en fait... moi, j'ai jamais rencontré de ma vie un enfant qui avait pas été élevé à l'école, et il doit y en avoir, mais moi, j'en ai jamais rencontré, et qui était pas impressionnant. Ouais, carrément. Tout le monde dit tout le temps, machin, mais tu dis, mais attends, ces enfants-là, ils vont beaucoup mieux, ils sont plus matures, ils sont plus intelligents, alors que des enfants qui sont à l'école et c'est la catastrophe, ça, j'en ai vu dans ma vie. Mais c'est en ça que je pense qu'il n'y a pas de gamin méchant. D'ailleurs, tu sais qu'en France, il y a eu un scandale. Il n'y a pas un scandale, mais Macron l'a retiré il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais que moi, ce truc-là de Macron, ça a été mon divorce avec lui. Et surtout, la raison pour laquelle il l'a fait. Il l'a interdit en disant... Pour pas qu'il y ait d'islamistes... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour casser les écoles coraniques. Mais c'est comme toi avec ta barbe, là. Franchement... Qu'est-ce qui nous casse les couilles avec leur... C'est absurde comme motif. T'as qu'à dire, t'as pas le droit d'avoir d'école à la maison avec un enseignement religieux. Ouais. Ok. Résultat, une grande majorité des gens qui le faisaient, ils ont bougé en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne, au Luxembourg... Ah oui, ils ont bougé? Ouais, je crois pas. Enfin, ma femme, elle en suit pas mal. Évidemment, je suis pas... tu parles des gens qui n'étaient pas islamistes? Ouais. Les gens qui le faisaient... tu sais, les gens qui je parle des islamistes, ils sont restés sur place. Non, je pense qu'ils ont même continué à faire leur truc. En fait, in fine, ils se sont pas fait chier. Loi ou pas loi, ils font comme ils veulent. Mais les gens qui le faisaient, tu sais, en t'inscrivant au rectorat, en suivant les cours, en faisant machin... ces gens-là, ils sont simplement... Parce que c'est plus qu'un boulot, c'est un état d'esprit, les gens, leur vie, elle tourne autour de ça, et puis quand t'as 4-5 gamins qui le font, d'un coup, tu dois mettre le petit dernier à l'école, ils comprennent pas, et puis les autres comprennent pas non plus, donc les gens ont bougé, donc non, c'est cette méthode d'éducation, et j'attends de voir ce que ça va donner plus tard, je me demande ce que ça va donner plus tard. Ça va être marrant quand elle va demander à aller à l'école. Alors, on en parle beaucoup de l'école, et en fait, elle n'y voit que des contraintes. Pour l'instant. T'as pas vu l'adolescence encore. Oui, c'est ça. Et l'instinct grégaire. Elle fait, c'est pour ça que je vais aller à Dubaï. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, tout ça. Elle fait plein d'activités parascolaires. Enfin, ce que les autres appellent parascolaires, mais elle fait plein d'activités où elle est confrontée à d'autres enfants. Ça se passe plutôt bien, donc il n'y a pas de problème de sociabilisation. Mais au contraire. Ouais. C'est même... Ouais. Parfois, elle est confrontée à des trucs où elle comprend pas, tu vois. Genre, il y a des gamins qui viennent et qui l'insultent, tous les trucs comme ça, et elle est là, genre, mais
Qu'est-ce qui te pousse à être une mauvaise personne, en fait? Pourquoi, ouais. Qu'est-ce que... Et elle comprend pas toujours. Alors après, je lui ai donné les rudiments de la vie. Hein. On te pousse une fois, tu dis que t'as pas le droit. On te pousse une deuxième fois, tu fais les gros yeux. On te pousse une troisième fois, tu pousses. Hein. Puis après, s'il est pas content, le service après-vente, il est chez moi. Et, voilà. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais si ta fille voulait être artisan, tu le vivrais bien? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Elle fera ce qu'elle veut, en fait. Elle fera ce qu'elle veut. Et ce qu'il faut faire, c'est le faire, même si elle veut le faire entre guillemets bête et méchant et en qui des heures, fais-le. Si ça t'amuse, tant mieux. Mais prépare-toi une solution de repli. Parce que on fait des métiers qui sont extrêmement enrichissants. Enfin, en tout cas, à mes yeux, le fait de pouvoir te dire, tiens, j'ai crafté un truc. Toi, maintenant, j'ai cette boîte-là où je fais de l'accompagnement, c'est génial, mais je veux quand même réouvrir une boîte dans laquelle je peux voir des projets avancer. Ça, c'est notre projet, ça. Il faut... Ouais, carrément. Mais c'est un truc, je vais pas dire que je suis malheureux, mais aujourd'hui, je suis content que ma boîte ici marche bien et que ça prenne une bonne dimension et que ça monte bien. Mais j'ai besoin de me dire, tiens, on achète un truc, on le retape, on en fait quelque chose de beau, on en fait quelque chose de sexy, on le revend, on prend une plus-value, on passe au projet suivant. À la base, c'est pour ça que je suis rentré en construction, en me disant, ok, je veux générer du pognon et je veux faire de l'immobilier. Donc la meilleure manière de le faire, c'est d'être au sein du secteur de la construction. Comme ça, je peux savoir. Je maîtrise pas tous les corps de métier dans la construction, mais j'en connais quand même beaucoup. J'ai déjà fait de la toiture, de la maçonnerie, de l'électricité. Enfin, j'ai déjà fait du carrelage, plein de trucs en fait. Donc le fait de le refaire, pour moi, c'est une évidence. Je vais obligé de crafter un truc. Bien sûr. Dans les mois à venir. Là, je solde tout parce que forcément, qui dit faillite dit perte d'argent. Et solide perte d'argent. Mais une fois que j'aurai tout remboursé, je remonte un business dans la construction. D'ailleurs, toi, c'est même pas une faillite d'activité, c'est une faillite de... Je sais pas comment qualifier ça. Ah ça a été... c'est exactement ce que m'a dit la juge. Parce qu'en fait, donc, mon associé est parti en septembre. Moi, j'ai maintenu la boîte à peu près à flot pendant 3 mois et demi. En faisant des moves à peu près border, mais en me disant, ok, je vais maintenir ma boîte à flot, le temps de clôturer les chantiers des gens qui nous ont fait confiance et qui ont payé, parce qu'accessoirement la boîte porte mon nom, donc il est hors de question que les gens se disent, ouais, mais moi j'ai versé de l'argent à l'entreprise Vernin et ils ont pris mon pognon et ils se sont barrés. Donc j'ai maintenu la boîte, j'ai continué les chantiers aussi longtemps que j'ai pu, et en fait... par exemple, j'ai vendu des voitures qui m'appartenaient pas. J'ai vendu des camionnettes qui appartenaient à la banque en me disant, comme ça, je prends le cash, je peux acheter le matériel, clôturer le chantier. Avec la facture de solde, je rembourse la banque. En plus de ça, je récupère ma TVA. Donc, c'était un peu border. Je savais que j'avais pas le droit de vendre des véhicules qui m'appartenaient pas, mais je me suis dit, ok, c'est une... J'ai pris le bus avec mes outils. Hein. Donc, je suis arrivé dans le métro avec mon sac à dos, avec mes sections de tuyaux, machin, en me disant, ok, j'ai rien à foutre, je vais le faire comme ça, et puis ça va le faire. Et en fait, quand il a fallu que je récupère mon pognon de l'administration publique, en fait, j'ai été dénoncé par un de mes anciens collaborateurs, et donc, du coup, ça a gelé tous les actifs de l'entreprise. Et à ce moment-là, j'ai un de nos plus gros chantiers qui avait été vendu et terminé, qui s'est avéré avoir plein de vices, parce qu'en fait, le commercial qui avait vendu les marchandises, ça ne matchait pas ensemble. Et donc, du coup, c'est là où mon avocat m'a dit, écoute, Coco, c'est tout à ton honneur de vouloir continuer, mais là, tu vas juste bien te planter et tu vas perdre tout ce que tu as en privé pour essayer de maintenir ta société à flot. Donc, j'ai déclaré la faillite fin décembre. Je suis passé devant le tribunal du commerce début janvier, je crois. 15 jours avant de partir de Dubaï, donc mi-janvier. Et ça a été un sketch. Ça a été un sketch parce que moi, première expérience devant les tribunaux, donc tu arrives dans une pièce gigantesque où j'avais rendez-vous à 10h du matin, je crois. Ouais, à 10h du matin. Et j'arrive à 10h du matin et la présidente du tribunal, donc la juge qui chapeaute le truc, elle le dit mais bien haut et fort en disant putain mais c'est pas normal qu'à 10h du matin, on ait déjà 2h30 de retard sur le planning parce qu'il y a trop de faillites. Et toutes les faillites, c'est l'administration publique qui réclame la faillite, c'est la TVA qui réclame la faillite, les machins. Et donc c'était comme ça tout le temps. Et je suis passé à 14h, je crois. Et à 14h, la présidente, le greffier lui file mon dossier, la présidente regarde mes chiffres et elle dit ok, mais pourquoi vous faites un dépôt de faillite en fait? Je comprends pas. Votre première année, vous deviez faire 60 000 € de chiffre d'affaires, vous en faites 100 000. La deuxième année, Covid, vous avez fermé pendant quasiment 6 mois, vous refaites 100 000 € de chiffre d'affaires. L'année suivante, vous faites 200 000, l'année suivante 400 000, l'année suivante 800 000, et là, vous êtes parti pour quasiment faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qui explique que vous faites faillite?
Et donc, je lui explique toute la... Je lui fais l'épopée de mon activité. Et elle me dit, bah écoutez, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que vous avez fait un mauvais choix d'associé. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, il y a une raison du coup de faire une faillite. Mais on vous interdit pas de remonter une boîte, parce que c'est ça le risque, en fait. Quand tu fais une faillite, c'est que derrière, on te dise, ouais, mais faillite frauduleuse. Et puis, tu peux plus remonter du business derrière et t'es coincé. Donc, elle m'a dit, OK, faillite, on déclare la société en faillite. C'est légitime, c'est pas de votre faute. Donc, bah, la grosse erreur que vous aviez faite, c'est de ne pas avoir le bon choix d'associé. Et puis voilà, vous êtes autorisé à racheter votre fonds de commerce pour une somme symbolique. Et donc j'ai racheté mon fonds de commerce. Et puis j'ai pu derrière, entre le moment où l'avocat, le juge te dit OK, faillite, et puis le moment où le curateur est mandaté, et puis tu vois, tout ça prend énormément de temps. Donc en fait, c'est ça où, entre le mi-janvier jusqu'à quasiment fin mars, en fait, j'étais un peu dans une dynamique où je savais pas ce que je pouvais faire. Est-ce que je pouvais racheter ma boîte parce que la juge a dit oui? Est-ce que je peux reprendre le boulot? Parce que, bah, accessoirement, ça tombe dans la bonne période pour moi, puisque je suis chauffagiste, on est mi-janvier, donc j'ai du boulot, mais ma crainte, c'était, je reprends le boulot. Et puis derrière, on va me dire, ouais, mais en fait, vous avez déclaré la société en faillite, mais vous avez repris les clients, et donc du coup, je voulais pas. Donc pendant 6-8 semaines, j'étais un peu dans une espèce de flou où j'avais plus de numéro de TVA, je pouvais plus facturer, machin. Et puis voilà, après, il y a eu Dubaï. Après Dubaï, je me suis dit, OK, on va trouver une solution pour lancer un business différemment. Et puis c'est comme ça qu'est née l'idée de faire en construction, en fait. C'est de se dire, OK, Dubaï, ça m'a marqué. Les mecs bossent différemment. Les mecs, c'est un truc de malade, donc on va faire le truc de malade dans le secteur de la construction parce qu'il y a moyen de le faire. Et c'est comme ça que l'idée a émergé. Puis je me suis dit, pour rendre l'idée viable, ça c'était le plus gros malaise de l'histoire des malaises, je me dis, OK, le business model, il est cool, ça marche pour d'autres, est-ce que ça a marché pour des mecs de la construction? Bah, le plus simple, c'est d'aller voir des artisans, ou des artisans en devenir, et de leur proposer mes services. Comme je suis formateur, bah, en fait, j'ai été dans la cafétéria du centre de formation et j'ai dit, OK, qui est indépendant? Donc, déjà, les gens, ils te regardent en disant, mais c'est qui ce guignol qui monte sur une table? C'est parce que c'est ça, je suis monté sur une table en disant, OK, les gars, qui est indépendant? Il y en a 5-6 qui ont levé les mains. Du coup, bah, j'ai été voir à chaque fois les groupes en leur disant, bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est, je t'aide, je t'accompagne, et si tu fais plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires, tu me payes 5 000 balles. Tiens mon numéro de téléphone, appelle-moi. Il y a 4 personnes qui m'ont appelé sur les 10. Il y a une nana qui m'a appelé en pensant que c'était une méthode de drague frauduleuse. Tu sais, donc elle pensait que je voulais l'inviter à boire un verre. J'étais là, non, mais calme-toi, cocotte. Moi, je te propose un service. Si tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu prends pas. Mais ne me propose pas de me faire du rentre-dedans. Elle m'a fait du rentre-dedans pendant quelques jours. Et il y a le père d'une nana qui m'a appelé. Espèce d'enfoiré, t'as pas honte de détourner des gamines, tu veux faire du pognon, tu veux qu'elle fasse 25 000 euros de chiffre d'affaires et tu veux lui en verser 5, machin. J'étais là, non, mais en fait, elle a pas compris, votre fille. Après, je voyais bien que je parlais pas forcément au couteau le plus aiguisé du tiroir, mais je me suis dit qu'il y avait quand même un truc à jouer, quoi. Et non, elle avait pas compris. Du coup, le mec, je lui explique, je lui dis, écoutez, voilà, moi je fais ça, je suis formateur dans ce centre de formation, je suis plombier depuis des années, vous pouvez taper mon nom sur Google, vous le verrez. Je veux dire, le deal, c'est simplement de dire, OK, comme je lance un nouveau service, eh ben, ceux qui arrivent au résultat escompté, bah, ils me payent le fee comme c'est proposé dans le deal. Et du coup, le mec était là, ah, putain, mais c'est pas mal votre truc en fait. J'étais là, ouais, c'est juste que ta gamine en fait, elle est con comme une pelle et elle a rien compris au principe. Elle pensait que je voulais faire manager OnlyFans ou un truc à 2 balles comme ça. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Au début, j'ai eu 4 clients. Le deal, c'était je te fais faire 25 000 balles de chiffre d'affaires. Et puis, et si j'y arrive en 3 mois, bah, tu me payes 5 000 balles. Et taux de succès? 100%. Non, sur les 4, il y en a un qui a suivi pendant 2-3 semaines le truc et puis après ça, qui a décroché. Mais les 3 autres, ça a marché. Et puis, en même pas 6 semaines, je crois. Et là, tout le monde... Et là, d'un coup, bah, ah ouais, mais j'ai vu que tu faisais pour machin, ça m'intéresse, je peux faire avec toi, machin. Ouais, bah, sauf que du coup, le deal, c'est plus que si tu fais 25 000 balles, tu m'en payes 5. C'est que maintenant que je sais que le process, il marche, bah, en fait, tu mets 5 upfront et puis derrière, je t'accompagne sur le truc. Et c'est comme ça que le premier mois, on a fait, je sais pas, 8 ou 10 clients, un truc comme ça. Et le deuxième mois, on en a fait 40. Mais du coup, comme j'ai vu que ça marchait, j'ai été voir mon Alexandre qui m'avait invité à Dubaï. Et je lui ai dit, bah mec, vas-y, j'ai une idée, ça marche, on a de la demande. Go, on se lance. Puisqu'on est complémentaires, ça fait des années qu'on bosse ensemble, on est amis, on a d'autres projets sur lesquels on est ensemble, il y a moyen de faire un ticket, bah vas-y, viens, on fait un ticket ensemble, quoi. Et c'est comme ça qu'est né le projet en construction.
Incroyable. Et donc ça fait ouais, 6-7 semaines maintenant. On a un site internet maintenant, on a des réseaux sociaux depuis mi-juin. Mais voilà. Bon, bah, Xavier, bienvenue sur Internet. Merci. Ça fait plaisir de t'accueillir. Eh ben, merci. On va bouffer. On va bouffer. Ah, Allez, magnifique. ciao. Ciao.